Les Japonais ont des cérémonies et des rites qui ne ressemblent en rien à ceux des autres nations. Leurs pratiques dépassent notre entendement, et l'on peut dire à juste titre que le Japon est l'inverse de l'Europe. Pour les premiers occidentaux à aborder ses côtes, le Japon est un monde mystérieux. La légendaire île de Cipangu que Marco Polo n'avait connue que par récits interposés. Le pays de cocagne que Christophe Colomb avait tenté de rallier. Quand les Européens arrivent au Japon en 1543, ils trouvent un pays empêtré dans la guerre civile. Un guerrier samouraï va émerger de ce chaos et instaurer un régime qui durera plus de 250 ans. Des témoins occidentaux et japonais ont relaté par écrit cette période de changement. Leurs récits dépeignent un fleurissement culturel, des rituels poétiques et d'ardentes luttes de pouvoir. Ils composent une saga qui verra le Japon s'ouvrir au commerce avec l'Europe avant de fermer ses portes à l'Occident. Ce sont les mémoires d'un empire secret. Au 25e jour du 8e mois de l'année de l'eau et du lièvre, un grand vaisseau apparut sur notre côte ouest. Personne ne savait d'où il venait. Comme en témoigne le récit d'un moine bouddhiste, des samouraïs sont dépêchés pour prévenir leur maître. Ces bateaux abritent des hommes différents de tout ce que les Japonais connaissent. Un seigneur de la guerre locale, un daimyo comme on le nomme au Japon, convoque ces étrangers, les premiers Européens à avoir posé le pied sur les rives du Japon. Nous sommes en l'an 1543. Quand ces marchands portugais arrivent, le daimyo est intrigué par leurs armes étranges et inconnues. Les Japonais aimaient les choses originales, les nouveautés, et ils étaient très intéressés par les Européens. Après avoir vu un Portugais abattre un canard, le daimyo achète 2 arquebuses et ordonne à son fabricant de sabres d'en faire des copies. Puis, il demande des leçons de tir. L'arrivée de ces Européens, de leurs armes et de leur religion aura des conséquences imprévisibles. La même année, dans une famille de daimyo, un garçon voit le jour. Il deviendra célèbre sous le nom de Tokugawa Ieyasu et changera le destin du Japon à tout jamais. Issu de l'élite de la classe des samouraïs, le garçon est l'héritier d'un monde de tradition. Un royaume féodal dominé par les samouraïs, des guerriers qui tiennent leur légitimité de leur naissance et de leur sabre. Fils d'un seigneur daimyo, Ieyasu doit rapidement abandonner ses jeux d'enfant pour les réalités de la politique et de la guerre.
Alors qu'Ieyasu est encore tout jeune, le daimyo régnant demande à son père de lui envoyer le jeune garçon en otage, afin de s'assurer que ses ordres seront suivis à la lettre. Quand des enfants étaient pris en otage, cela ne signifiait pas qu'ils étaient prisonniers. Cela faisait partie des négociations visant à constituer des alliances. Personne ne faisait confiance à personne. Et les otages fournissaient une garantie. Otage, le jeune garçon voyage comme il convient à quelqu'un de son rang. Il ignore l'ampleur du destin qui l'attend, tout comme il ignore qu'il ne reverra jamais son père. Il grandira en tant qu'otage, captif du tumulte de la guerre civile. Tout le Japon était en guerre. Les trahisons étaient monnaie courante et chacun se méfiait de son voisin. On se liguait avec une faction avant de la quitter pour une autre lorsque le vent tournait. João Rodrigues, témoin oculaire de cette période agitée, est l'un des premiers Portugais à avoir débarqué au Japon. Il a voyagé comme mousse à l'âge de 15 ans, avant de devenir missionnaire jésuite. Tandis que les marchands portugais traversent les océans à la recherche de nouveaux ports où commercer, des missionnaires jésuites les accompagnent, à la recherche d'âmes à sauver. Les jésuites sont jeunes, dévoués et prêts à braver les rigueurs d'un périlleux voyage de 2 ans pour rejoindre ce pays qu'ils jugent mûr pour la conversion. Ils envoient en Europe de fascinantes descriptions de ce monde étrange. Tout est si différent qu'il ne nous ressemble presque en rien. Cela semblerait normal s'ils étaient comme tous les peuples barbares, mais ce qui me stupéfie, c'est qu'ils se conduisent en êtres prudents et cultivés en toute situation. Voilà une chose que jamais je n'aurais osé affirmer si je n'avais pas vécu aussi longtemps parmi eux. Aux yeux des missionnaires, les Japonais formaient une race remarquable. Leur culture était si développée que les rapports envoyés en Europe par les missionnaires s'étendaient longuement sur la culture qu'ils avaient découverte, sur la langue japonaise et sur ce système politique dénué de toute influence chrétienne ou européenne. C'est un fait qui mérite d'être souligné car pour la première fois, les Européens abordaient des Asiatiques sur un plan d'égalité et non pas comme des conquérants vis-à-vis d'un peuple assujetti. Leur écriture est différente de la nôtre. Ils écrivent depuis le haut de la page vers le bas. J'ai demandé à un Japonais pourquoi il n'écrivait pas comme nous. En guise de réponse, il m'a demandé pourquoi nous n'écrivions pas comme eux. Puis il m'a expliqué que comme la tête d'un homme est en haut et ses pieds en bas, un homme devrait également écrire du haut vers le bas. Au fil des 30 ans qu'il passera au Japon, João Rodrigues acquérera une telle maîtrise du japonais qu'il restera connu sous le nom de Rodrigues l'interprète. Ses activités lui permettent d'observer toutes les couches de la société, des plus grands seigneurs de la guerre aux plus humbles fermiers. Dans tout le royaume, les individus de toute classe, qu'ils soient nobles ou roturiers, se servent d'éventails. Quand l'un d'eux a besoin de se souvenir de quelque chose, de caractère professionnel ou autre, il l'écrit sur son éventail. Ils les ont sans arrêt à la main et les ouvrent, les consultent et les referment. Personne ne sortirait dans la rue sans son éventail.
Joao Rodrigues explique que les Japonais observent les Européens avec une fascination égale. Nos nez imposants, nos barbes épaisses et nos cheveux blonds ou roux les intriguent au plus haut point et leur apparaissent comme autant de défauts. Il les appelait les barbares du Sud, ce qui est un terme peu flatteur. Leur façon de se comporter à table était très différente. Les Japonais étaient raffinés, mangeaient avec des baguettes, tandis qu'à l'époque, le plus souvent, les Européens mangeaient simplement avec un couteau et leurs doigts. De plus, la plupart des Japonais prenaient un bain quotidien, alors que les Européens pouvaient rester des mois sans en prendre. Dans une certaine mesure, on peut dire qu'ils méritaient cette appellation de barbares. Malgré le regard porté sur eux, les missionnaires sont déterminés à rester au Japon. Notre unique désir était de prêcher et de promulguer la loi du Seigneur. Et même s'il n'y avait eu qu'un Japonais christianisé dans tout le pays, n'importe quel missionnaire aurait passé sa vie ici, pour le bien de cette seule personne. Ces hommes étaient extrêmement zélés, et les conditions étaient assez favorables à la conversion au christianisme. Quand vous avez des bains de sang, des révolutions, des guerres, un grand nombre de morts, les gens ont naturellement tendance à s'intéresser à la vie après la mort. En un peu plus de 50 ans, ces missionnaires établissent plus de 200 églises catholiques, principalement dans le sud du Japon, et convertissent environ 250 000 Japonais. Quand un seigneur japonais changeait de religion, ses sujets étaient mis sous pression, car il jouissait du droit de vie et de mort sur eux. Ainsi, en assez peu de temps, on a assisté à des conversions de masse. Mais il y avait parfois un autre facteur derrière les conversions de ces seigneurs. Ils pouvaient avoir des visées commerciales. Là où il y avait des missionnaires, il y avait des marchands portugais. Et ces marchands offraient des perspectives très alléchantes pour les Japonais. Commerce et religion sont inextricablement liés. Et pendant que certains Japonais engrangent les profits, d'autres s'inquiètent de cette évolution qui menace leur pouvoir. Marchands ou missionnaires, ces premiers voyageurs venus d'Europe ont ouvert une brèche aux conséquences insoupçonnées. Endurer les rigueurs d'entraînements interminables, garder les idées claires face au danger, aborder la mort avec détachement, tel est l'art du kendo, la voie du sabre. Des maîtres sabreurs apprennent aux jeunes samouraïs le combat, le code d'honneur du samouraï et ses traditions. Bien qu'il soit otage, c'est là l'éducation que le jeune Ieyasu va recevoir. Quand les otages étaient issus d'une certaine classe, ils étaient généralement traités très cordialement et recevaient une éducation identique à celle qu'ils auraient eue chez eux. Il a très certainement reçu une éducation stoïque et spartiate axée sur les techniques militaires, les arts martiaux et les classiques chinois et japonais. La vie d'Ieyasu a été décrite comme une vie de patience et de modération. Le jeune otage va apprendre ce qu'être un samouraï signifie. Tiens-toi la tête bien droite. Elle ne doit être ni baissée, ni tournée vers le haut, ni penchée. Ne roule pas des yeux et ne les laisse pas cligner. Verrouille ton abdomen pour ne pas pencher tes hanches.
Un sabreur légendaire, Miyamoto Musashi, a conceptualisé la voie du samouraï dans un ouvrage devenu un classique, le Traité des 5 roues. C'est un livre de stratégie dont la philosophie imprègne encore le Japon d'aujourd'hui. Dans toute forme de stratégie, l'essentiel est que le comportement quotidien devienne le comportement de la tactique et que le comportement de la tactique devienne quotidien. À 15 ans, Ieyasu entre dans l'âge adulte et gagne le droit de porter les 2 sabres du samouraï. Le sabre était le symbole de la classe des samouraïs. Seuls les samouraïs étaient autorisés à porter 2 sabres, un grand et un petit. Les samouraïs, avec ces 2 sabres, régnaient sur les fermiers et les marchands. On naissait samouraï. C'était une responsabilité. Une des responsabilités du samouraï était de toujours porter un sabre afin de pouvoir faire régner la justice. Si quelqu'un vous manquait de respect, votre devoir était de le tuer. Aucun samouraï ne sortait sans sabre. Et s'il était surpris sans sabre, il pouvait être puni pour ne pas avoir rempli son devoir. Alors que les samouraïs ne représentent que 10% de la population, ils semblent omniprésents. Et même les missionnaires les présentent parfois comme s'ils représentaient l'ensemble de la société. Ils portent un sabre et une dague à l'extérieur comme à l'intérieur de la maison et les placent sous leur oreiller quand ils dorment. De ma vie, je n'avais jamais rencontré d'hommes aussi inséparables de leurs armes. Ils sont belliqueux et guerroient sans cesse. Et c'est ainsi que le guerrier le plus compétent devient leur plus grand seigneur. Mais les hommes ne sont pas les seuls à adhérer à l'idéal du samouraï. Les femmes de samouraï sont, elles, formées à protéger leur famille. La chose la plus importante pour une épouse ou pour une fille de samouraï était de ne jamais oublier son honneur et sa fierté. En temps de crise, elles étaient prêtes à se suicider plutôt que d'être déshonorées par l'ennemi. Le samouraï défend sa famille, mais sa plus grande gloire lui vient du champ de bataille, lorsqu'il défend son seigneur contre ses ennemis. Les samouraïs s'habillent avec soin pour partir au combat. Le cuir et les étoffes finement cousues paraissent élégants, voire même fragiles, mais en réalité ils recouvrent des plaques d'acier. À l'image de son armure, l'apparence raffinée du guerrier dissimule son impénétrable fort intérieur. Cette éthique, immortalisée dans les écrits des samouraïs, prépare le guerrier à aborder la vie et la mort dans l'honneur. Un samouraï se lave à l'eau froide chaque matin et parfume la partie rasée de son crâne et ses cheveux avec l'encens afin de se rendre présentable, paré à mourir sur le champ de bataille à n'importe quel instant. Les fleurs de cerisier sont souvent comparées aux samouraïs. Elles sont splendides, comme le samouraï dans son armure rutilante. Mais il suffit d'une forte tempête pour que les pétales tombent à terre, tout comme le samouraï au combat. Pour le samouraï, savoir tuer est aussi important que savoir comment et quand mourir. Sur le champ de bataille en particulier, quand la dernière heure arrive, vous devez faire preuve de maîtrise. La maîtrise de votre corps
La maîtrise de votre destin sont les indicateurs de votre force intérieure. Vous devez soigner la forme de votre mort. Le seppuku, ou harakiri, est le rituel de suicide pratiqué par les samouraïs. Un samouraï portait 2 sabres à la hanche, un court et un long. Le court servait à s'ouvrir l'abdomen. Pourquoi les samouraïs s'ouvraient-ils l'abdomen? Eh bien parce que les Japonais, en particulier les samouraïs, pensaient que le cœur était dans le ventre. Ils pensaient que la pureté ou l'impureté de leur cœur serait révélée lorsqu'ils s'éventreraient. Du poème de mort jusqu'au coup de dague, le seppuku est un cérémonial de suicide qui assure aux samouraïs une mort honorable. Joao Rodrigues a décrit un rituel de seppuku auquel il a assisté. Le samouraï, vêtu du kimono blanc de cérémonie, monta sur une plateforme surélevée avec solennité et dignité. Puis, d'une voix forte, il leur dit de bien l'observer quand il se donnerait la mort. Il s'assit et écrivit son testament lentement et calmement, demandant à son Seigneur de veiller sur son fils et sa famille, car il allait mourir pour préserver son honneur. Il leur dit adieu, puis face à tous, il s'ouvrit le ventre sans trace de peur. Et ainsi, il mourut. Ce genre de choses arrive fréquemment. Il y a un rythme en toute chose. Le rythme de la stratégie ne peut être maîtrisé sans une grande pratique. Il y a un rythme dans toute la vie du guerrier, dans son épanouissement et dans son déclin, dans son harmonie et sa plénitude. Tels sont les principes qui guident la vie du samouraï. Et la stratégie de la patience va devenir l'arme la plus redoutable de Tokugawa Ieyasu. Désormais âgé de 18 ans, il s'est marié et a 2 enfants. Mais il demeure l'otage du seigneur de la guerre régnant. Au fil du temps, Ieyasu affine ses techniques de guerrier en combattant aux côtés de son maître Daimyo. Et quand ce dernier meurt au combat, Ieyasu est enfin libre de prendre son destin en main. Ieyasu a dû faire un choix. Il pouvait rester avec la famille qu'il avait pris en otage, mais depuis toujours, il avait conservé l'ambition de retourner dans son château d'origine, de regagner les terres de la famille de son père, de les étendre et de rejoindre ses sujets qui l'attendaient fidèlement. Ieyasu récupère son titre de daimyo indépendant. Il rejoint les terres de sa famille. Et désormais, il pourra se battre à sa façon, pour son peuple. J'ai combattu mes ennemis dans le seul but de prendre ma revanche sur les adversaires de mon père. Car j'étais convaincu du bien fondé de mon projet d'aider le peuple et de ramener la paix. Les années de captivité ont affûté sa discipline. Conformément à son entraînement de samouraï, il met en place sa stratégie méticuleusement.
Prenant un virage crucial, Ieyasu s'allie à l'homme qui a tué son maître daimyo, Oda Nobunaga. Nobunaga est alors le plus puissant seigneur de la guerre du Japon. Il est impitoyable et redouté de tous. Le missionnaire Joao Rodrigues a relaté la campagne d'unification du Japon menée par Nobunaga. Nobunaga fut le premier à commencer à défricher l'épaisse forêt de guerre et de discorde du Japon. Il s'assujettit environ la moitié du pays, et grâce à la crainte qu'il inspirait, le restant était prêt à lui obéir en tout. Lors de la bataille de Nagashino, Nobunaga arme d'arquebuses 3000 fantassins répartis sur 3 rangs. Quand 10 000 guerriers ennemis partent à la charge, les arquebusiers de Nobunaga tirent des salves successives et déciment l'armée adverse. L'usage des armes à feu par Nobunaga a totalement modifié le visage des guerres entre samouraïs. Auparavant, quand 2 samouraïs se faisaient face sur le champ de bataille, ils criaient leur nom, leur lignée, d'où ils venaient. Parfois, l'un d'eux chevauchait devant ses troupes et défiait quelqu'un de venir l'affronter. C'était profondément viril. L'idéal de bravoure était au premier plan. Avec Nobunaga, on est passé à des rangs de samouraïs sans visage, mitraillant d'autres rangs de samouraïs sans visage. Nobunaga continuera d'accroître son pouvoir, jusqu'à ce qu'une nuit, une trahison survenue dans son cercle rapproché ne trompe sa vigilance. Un missionnaire se trouvait à proximité des lieux. Des chrétiens vinrent me trouver alors que je m'apprêtais à célébrer une messe matinale. Ils me dirent d'attendre car il y avait de l'agitation devant le palais. Nous entendîmes alors des coups de feu et des flammes apparurent. Nous apprîmes ensuite qu'il ne s'agissait pas d'une querelle, mais que l'un de ses généraux l'avait trahi. Certains disent qu'il s'est ouvert le ventre, d'autres disent qu'il a mis le feu au palais et périt dans les flammes. Ce que nous savons en revanche, c'est que de cet homme qui faisait trembler tout le monde, non seulement au son de sa voix, mais à la simple mention de son nom, il n'est pas resté ne serait-ce qu'un cheveu qui n'ait été réduit en cendres. Le loyal général de Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, saisit l'occasion qui se présente à lui. Hideyoshi est immédiatement passé à l'action. Il a combattu et tué le meurtrier de son seigneur, ce qui lui a offert le droit de revendiquer le commandement de la vaste coalition d'armées de Nobunaga. Ieyasu observe à distance. Se soumettra-t-il à Hideyoshi ? Ou est-il temps de combattre pour le pouvoir ? Nobunaga, Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, les 3 hommes qui ont mis un terme aux violentes guerres civiles. L'histoire les a retenus sous le nom d'unificateurs. Au Japon, il y a une histoire qui décrit le caractère des 3 unificateurs. Nobunaga, Hideyoshi et Ieyasu observent un coucou et attendent qu'il chante. Mais l'oiseau ne chante pas. Nobunaga dit « Petit oiseau, si tu ne chantes pas, je te tuerai ». Hideyoshi dit « Petit oiseau, si tu ne chantes pas, je te ferai chanter ». Et Ieyasu dit « Petit oiseau, si tu ne chantes pas, j'attendrai que tu chantes ». Ieyasu était un stratège patient qui attendait que les choses tournent en sa faveur. Et là, il agissait.
Après la mort de Nobunaga, Ieyasu et Hideyoshi se retrouvent face à face dans une partie d'échecs où chacun essaie de se montrer plus malin que l'autre. Comme chef militaire, Ieyasu était un homme courageux qui n'hésitait jamais durant la bataille. Cependant, malgré toute sa bravoure, c'était aussi un homme prudent. Voici une histoire célèbre à son sujet. Ieyasu avait la réputation d'être un excellent cavalier. Un jour, ses troupes et lui devaient traverser un pont très étroit qui surplombait une rivière déchaînée. Chacun attendait de voir comment le grand Ieyasu allait chevaucher sur ce pont dangereux. À la surprise de ses hommes, Ieyasu descendit de cheval, prit les rênes à la main et avec précaution guida son cheval de l'autre côté de la rivière. C'était un homme vigilant, et je pense que c'est grâce à ce genre de prudence qu'il a remporté ses batailles. Alors que Ieyasu fait preuve de retenue et agit en stratège méticuleux, Hideyoshi, pour sa part, agit avec rapidité et résolution. Hideyoshi est de souche paysanne. Fils d'un humble fantassin, il est sorti du rang par lui-même. Il s'est imposé comme un brillant général aux yeux de tous et entretient cette vision grandiose de lui-même. Quand ma mère me mit au monde, elle reçut un présage miraculeux. La nuit de ma naissance, la chambre fut soudain emplie de la lumière du soleil, changeant la nuit en jour. Et l'on prédit que l'enfant dont la naissance avait été accueillie par de tels miracles accomplirait des exploits extraordinaires. Cette prédiction, je l'ai réalisée. Peu après qu'Hideyoshi a pris les rênes, Ieyasu s'oppose à lui, mais il ne tarde pas à comprendre qu'il a plus à gagner à être l'allié d'Hideyoshi que son ennemi. Hideyoshi récompense la loyauté d'Ieyasu en lui remettant de vastes terres et lui ordonne d'établir son quartier général dans le village de pêcheurs isolé d'Edo, 500 km à l'est du château d'Hideyoshi, à Osaka. Certains auraient pu prendre ce présent comme une insulte. Mais à Edo, le village qui deviendra Tokyo, Ieyasu occupe ses troupes à la construction d'un immense château fortifié sur 5 niveaux. Derrière les murs d'Osaka, Hideyoshi est accaparé par la fortification de son propre château. Réputée comme la forteresse la plus imprenable de son temps, c'est aussi l'une des plus ostentatoires. Le château d'Osaka jouit d'une position stratégique. Il est proche du palais de l'empereur, à Kyoto. Depuis des siècles de souverain, l'empereur n'a que le nom, et ceux qui détiennent le véritable pouvoir l'ignorent. Il partage ses journées entre les mondanités, la calligraphie et la poésie. À l'époque d'Ieyasu, la cour est encore dénuée de pouvoir, mais malgré tout, elle seule peut nommer le shogun. Ainsi, du point de vue symbolique, la cour reste l'ultime arbitre. C'est pourquoi tous les seigneurs de la guerre se rendent à Kyoto. Il faut amener l'empereur à reconnaître que vous êtes le plus puissant des combattants présents sur le champ de bataille. Cherchant à s'attirer les faveurs de l'empereur, Hideyoshi l'invite à des représentations de théâtre no et des récitals de musique. Mais l'empereur se refuse à décerner le titre de shogun à ce guerrier de souche paysanne. Ieyasu, pour sa part, a toujours autant soif de pouvoir et il offre plus à l'empereur que des invitations. Il arrange un mariage entre l'une de ses petites filles et le fils de l'empereur. Tous les seigneurs du Japon utilisaient la famille pour cimenter des alliances. Ils mariaient leurs filles ou leurs fils.
Ieyasu en particulier avait de nombreux fils qu'il pouvait utiliser. Il les plaçait pour soutenir son gouvernement naissant. Une fois installés comme seigneurs militaires indépendants, ils pourraient ensuite être appelés pour lui apporter leur soutien. À l'inverse, Hideyoshi, le rival d'Ieyasu, ne parvient pas à avoir d'héritier mâle. Il finit par adopter l'un de ses neveux et le prépare à devenir son successeur. Puis, à 60 ans, Hideyoshi arrive enfin à engendrer un fils. Cet enfant, baptisé Hideyori, est le joyau de sa vie. Toutes les pensées d'Hideyoshi sont désormais tournées vers la sécurité et la survie de son fils. Je ne saurais décrire mon ennui lorsque Hideyori n'est pas avec moi. C'est comme si je gardais une maison vide. Je le redis une nouvelle fois, il faut redoubler de vigilance contre les incendies. Chaque soir, je veux que des rondes vérifient les chambres au moins par 2 fois. Tandis qu'Hideyoshi devient obsédé par son fils, son enfant adoptif désormais adulte est en péril. Vers la fin de sa vie, Hideyoshi est devenu de plus en plus imprévisible. Il était de plus en plus cruel, pour ne pas dire sadique. Et quand il a enfin eu un héritier de sang, il a ordonné au jeune homme qu'il avait préalablement choisi comme héritier de se suicider. Hideyoshi ordonne ensuite que toute la famille de son fils adoptif soit mise à mort. Un missionnaire a relaté les faits. Ils furent tractés sur des charrettes à la vue de tous, 31 femmes et dames de compagnie avec les 2 fils et la fille de son enfant adoptif. Le plus vieux n'avait pas plus de 5 ans. Tous leurs corps furent jetés dans une fosse sur laquelle on construisit une petite chapelle avec une tombe portant cette inscription, le tombeau des traîtres. Peu après, la santé d'Hideyoshi se met à décliner. Il écrit son poème de mort. Comme la rosée, je tombe. Comme la rosée, je disparais. Même la forteresse d'Osaka n'est qu'un songe dans un songe. Hideyoshi appelle Ieyasu et 4 des plus puissants daimyo à son chevet. Il les nomme protecteurs légaux de son fils de 5 ans, Hideyori, son héritier et futur maître du Japon. Ieyasu jure de protéger le jeune garçon sur sa vie, un serment qu'il aura bien du mal à tenir. On dit que la guerre est une malédiction, qu'il ne faut y avoir recours que lorsqu'elle devient inévitable. Toutefois, en temps de paix, il ne faut pas oublier que des troubles peuvent survenir. Ieyasu est sur ses gardes. Des daimyo, inquiets de son pouvoir grandissant, commencent à comploter contre lui. Les terres d'Ieyasu s'étendent désormais à travers tout le Japon. Et il a la ferme intention de les conserver et de consolider son pouvoir. Un des surnoms d'Ieyasu était le vieux blaireau, en raison de sa ruse et de sa capacité à attendre. Il a attendu jusqu'à la mort d'Hideyoshi, jusqu'à temps d'avoir une force supérieure, et c'est là qu'il est passé à l'action pour devenir le chef militaire dominant du Japon. Ieyasu mobilise ses troupes. Il envoie une de ses divisions au château d'Ogaki, où ses ennemis se rassemblent. Quand la bataille commence, les femmes et les enfants se réfugient à l'abri. Ieyasu envoya une force colossale pour assiéger le château, et ils combattirent nuit et jour. Une jeune femme présente dans le château racontera plus tard à sa famille cette expérience terrifiante. Les mères, les concubines et les filles étaient toutes dans la tour, où elles moulaient des balles. C'était la panique. Une balle frappa mon jeune frère et le tua sur le coup.
Ce fut une vision déchirante. Nous nous disions que nous allions mourir. Il ne restait plus que la peur et l'horreur. À mesure que la bataille approche de son terme, les têtes des guerriers tués sont ramenées au château afin d'être préparées pour la présentation rituelle au vainqueur. Même dans la mort, le samouraï doit être présenté comme un adversaire digne. Les femmes présentes dans le château lavaient les têtes et les maquillaient car elles apportaient la preuve que quelqu'un d'important avait été tué. Cet aspect des pratiques de l'époque serait totalement inconcevable pour les gens d'aujourd'hui, pour les femmes d'aujourd'hui. Toutes les têtes tranchées furent apportées dans la tour. Nous n'en avions absolument pas peur et nous dormions au milieu de l'odeur fétide de ces têtes ensanglantées. Victorieuses à Ogaki, les troupes d'Ieyasu se lancent maintenant à la poursuite des armées des daimyo rebelles. Elles vont s'affronter dans une vallée étroite, à l'ouest du village de Sekigahara. Cette bataille va changer le cours de l'histoire du Japon. Ieyasu installe son poste de commandement au sommet d'une colline qui surplombe la vallée et attend la nuit durant que le reste de ses armées arrive. À l'aube, le médecin personnel d'Ieyasu écrit à la hâte dans son journal « Pluie légère, épais brouillard dans la vallée, nous n'y voyons rien. Nous arrivons tout juste à distinguer les bannières ennemies. À cheval, le seigneur Ieyasu a observé leur position et estimé la distance à 4 km. L'armée d'Ieyasu est en infériorité numérique. Ses 50 000 soldats font face à 80 000 ennemis. Il attend que son fils arrive avec des renforts. Mais à 8 heures du matin, le brouillard se dissipe soudainement et les deux armées se découvrent à distance de combat. Ieyasu ne peut plus attendre. Ayant rassemblé ses troupes, il les envoie au combat en lançant son célèbre cri de guerre. Il n'y a que deux façons de revenir du champ de bataille, avec la tête d'un ennemi ou sans la vôtre. Ieyasu observe ses troupes luttant contre l'implacable loi du nombre. Mais soudain, le vent tourne. Plusieurs daimyo ennemis et leurs armées, convaincus de la victoire finale d'Ieyasu, se rallient à ses forces. Vers 2 heures de l'après-midi, les troupes d'Ieyasu sont venues à bout de l'armée rebelle. La bataille de Sekigahara a mis un terme aux guerres entre États et marqué le début d'une nouvelle ère. Elle a constitué un tournant capital. En reconnaissance du pouvoir d'Ieyasu, l'empereur lui accorde le titre de shogun, grand général pacificateur des barbares. Tokugawa Ieyasu fait désormais autorité pour toutes les questions militaires. Il règne sans rencontrer d'opposition, mais une ombre subsiste. Hideyori, le fils d'Hideyoshi, qui grandit dans son château de Saka. Ieyasu a juré sur sa vie de protéger ce garçon, celui-là même qui pourrait un jour revendiquer tout ce qu'Ieyasu a gagné. Alors que le jeune Hideyori approche de l'âge adulte, un daimyo profère un avertissement. Bien qu'il soit l'héritier d'Hideyoshi, Ieyasu ne le laissera jamais régner sur le Japon. Tôt ou tard, un ambitieux fomentera une rébellion en son nom.
Et même si Hideyori n'en sait rien, il sera blâmé et contraint à se suicider, à la grande douleur du fantôme d'Hideyoshi. Les Tokugawa n'avaient aucun droit divin de régner sur le Japon. Ils régnaient parce qu'ils étaient les plus puissants, qu'ils avaient le plus d'argent et le plus de soldats, mais aucunement par droit divin. Et il y avait beaucoup d'autres daimyo puissants, notamment à l'ouest, les daimyo chrétiens. Si une philosophie ou un mouvement politique était parvenu à réunir ces daimyo au sein d'une coalition, la famille Tokugawa aurait été face à un réel danger. Tokugawa Ieyasu ne tolère aucune dissidence. Il expulse bon nombre de missionnaires étrangers, dont Joao Rodrigues. Ieyasu voulait se débarrasser de toutes ces influences étrangères qui brouillaient les cartes et lui compliquaient la vie. Il va jusqu'à proscrire toute activité chrétienne parmi les Japonais. Mais la seule véritable menace pesant sur son pouvoir demeure, le jeune Hideyori. Une fois adulte, Hideyori ne peut plus être ignoré par Ieyasu. Il constitue une menace par sa simple existence. Il est l'héritier légitime d'Hideyoshi. Ieyasu est censé le protéger jusqu'à ce qu'il soit adulte. Et il fait peser une menace intrinsèque sur la légitimité du shogunat des Tokugawa. Ieyasu doit se rendre à l'évidence. Il ne peut plus honorer son serment de protéger le fils de son allié mort. Il décide de repartir en guerre. De toute évidence, il allait y avoir une nouvelle confrontation. Il y avait des milliers et des milliers de samouraïs, des hommes aguerris qui devaient toujours allégeance à la famille d'Hideyoshi. Et bien entendu, il devait toujours allégeance à son fils. Ils se sont rassemblés au château d'Osaka, qui était considéré comme imprenable. Au printemps 1614, Ieyasu accuse Hideyori de subversion et ordonne à ses troupes de marcher sur le château d'Osaka. Les quelques 100 000 partisans d'Hideyori tiennent bon. Ieyasu réplique avec un plan sournois. Il envoie une femme de samouraï négocier une trêve avec la mère d'Hideyori. Ieyasu garantit la sécurité de la garnison d'Hideyori si, en retour, celui-ci s'engage à ne plus fomenter de nouvelles rébellions. Pour prouver ses intentions, Ieyasu signe son serment de son sang. La mère d'Hideyori convainc son fils d'accepter cet accord. La manigance d'Ieyasu a fonctionné. Dès que les combats ont cessé, Ieyasu a fait combler les douves du château d'Osaka. Les habitants d'Osaka ont beaucoup protesté car ce comblement n'était pas prévu dans l'accord. Mais peu importe, ils ont comblé les douves et une fois cela fait, les troupes d'Ieyasu ont pu s'emparer du château et faire un carnage. Des milliers de soldats vaincus, de femmes et d'enfants, fuient l'enceinte du château. Un marchand européen a consigné ces événements dans son journal. Nous avons appris aujourd'hui qu'Ieyasu avait pris la forteresse d'Osaka et vaincu les forces d'Hideyori.
On dit que la prise de la forteresse aurait fait 100 000 victimes et qu'aucun homme tué n'aurait été retrouvé avec sa tête. Tous ont été décapités. L'armée d'Ieyasu met le feu au château. Cerné par les flammes, Hideyori refuse de se rendre et n'a d'autre choix que de se faire seppuku. Le dilemme dans le fait de tuer Hideyori, c'était qu'Ieyasu était censé le soutenir. Mais il a opté pour une stratégie réaliste et impitoyable, afin d'instaurer une dynastie qui traverserait les âges. Nous avons de bonnes raisons de croire qu'Ieyasu a sincèrement regretté d'avoir dû tuer le fils de son ancien seigneur. Ieyasu aurait fait pénitence en écrivant 10 000 fois le nom du Bouddha sur des rouleaux de parchemin. Tokugawa Ieyasu a éradiqué la dernière menace pesant sur son pouvoir, en apparence du moins, car tout le monde n'est pas sous sa coupe. Il reste les marchands européens, qu'il juge utiles mais peu fiables, et les chrétiens, qu'il voit comme une menace. Tokugawa Ieyasu a gagné les guerres, mais sa lutte pour contrôler l'avenir du Japon ne fait que commencer.